On y est enfin les gars, ça y est, on y est. On est officiellement dans le flashback de God Valley. Depuis le temps qu'on l'attendait, franchement, ça fait un plaisir de fou d'avoir enfin ce flashback de God Valley où on ne retrouve que des personnages légendaires qui se battront au prime de leur puissance. Franchement les gars, je suis particulièrement heureux qu'on ait ce flashback de God Valley justement là, maintenant. Pourquoi? Parce que j'avais annoncé qu'on aurait le flashback de God Valley sur Airbaf. Et même à un moment donné les gars, je n'y croyais plus. Franchement, je n'y croyais plus, surtout qu'au début de ce flashback, on a commencé par un récapitulatif sur la vie du roi Harald. Je me suis dit, finalement, on n'aura pas God Valley sur Airbaf. Et là, les mecs, avec le titre du chapitre, on comprend qu'on est en plein dans ce flashback de God Valley. Ah là là, quel plaisir! Quel plaisir! J'espère que ça va s'étendre sur toute une année. C'est-à-dire, on aura le flashback de God Valley sur toute une année, que ça sera développé en fait comme un arc à part entière. Que tout sera développé, les combats, les personnages, qu'on aura tout, un bon package, mec. Et dites-vous que dans ce chapitre 1160 de One Piece, on a eu ni Loki, ni Harald dans un flashback qui est censé normalement les concerner. Vu comme les choses sont parties, à mon avis, c'est clairement pour nous montrer qu'on développera pleinement ce flashback de God Valley, que Loki ou son père soit directement impliqué ou pas. Bon, même si je pense que Harald sera forcément impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce flashback de God Valley. Mais en vrai de vrai, les mecs, pour en revenir à ce que je disais en début de vidéo, je suis très heureux, mais vraiment très heureux parce que c'est une grosse théorie que j'avais fait. J'avais pris d'énormes risques en utilisant God Valley sur Airbaf. Et j'avais même dit que si je perdais ce pari, je me soumettrais à un gage. Mais là, les mecs, j'ai gagné mon pari et je suis très heureux. Et surtout très heureux même pour l'œuvre One Piece en général. Parce que les gars, on va vraiment pas se mentir. Depuis 3, 4, allez, depuis 10 chapitres, on mange extrêmement bien dans l'univers de One Piece. On mange extrêmement bien. On attend le chapitre suivant avec une impatience, mais du fou. C'est ce que je vous disais déjà dans l'analyse des du chapitre précédent. Et là encore, les amis, franchement, on n'est pas déçus. Bref, analysons ce chapitre. Ce chapitre a pour titre l'incident de God Valley. 8 sur 10, c'est la note que je lui donnerai. Bon, on va directement commencer par la page de couverture où on retrouve Yamato qui a enfin fini son tour du pays des rois. Et elle se retrouve donc en train de contempler avec une perspective magnifique la capitale des fleurs. Du coup, on peut se poser une question par rapport au personnage de Yamato. Que va-t-elle devenir? Est-ce qu'elle va aller rejoindre les Mugiwara? Même si elle se décide de rejoindre les Mugiwara, je pense qu'elle ne les retrouvera pas sur Airbaf, étant donné que déjà le voyage de Egghead à Airbaf dure déjà environ, je pense, 3 jours. Maintenant, quittant de Wano pour Airbaf, je pense qu'on peut compter un peu plus de temps. Du coup, même si elle décide de quitter Wano pour rejoindre directement les Mugiwara, je pense que la situation actuelle sur Airbaf sera déjà résolue. Peut-être donc que le pays de Wano va subir une attaque, potentiellement celle de Barbe Noire, pour s'accaparer de l'âme antique Pluton. Du coup, Yamato va devoir protéger le pays de Wano de Barbe Noire, même si elle n'y arrivera certainement pas au vu de l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, après, on peut aussi penser que Yamato va se contenter de s'entraîner et entraîner aussi Momonosuke pour pouvoir rejoindre les Mugiwara plus tard en étant beaucoup plus puissante. Bon, bref, il y a énormément de choses qu'on peut dire par rapport à ce personnage de Yamato et par rapport à sa mini-histoire. Mais je trouve que voilà, elle est assez intermittente, cette mini-histoire. On ne sait pas réellement où ça veut nous amener. Bref, je ne vais pas perdre plus de temps là. Du coup, on va entrer en plein dans ce qui nous concerne, étant donné qu'on va directement passer à l'analyse et la revue du chapitre 1160, qui encore une fois, à mon avis, était très bon. Alors, le chapitre 1160, comme je l'ai dit déjà, a pour titre l'incident de God Valley. Du coup, on entre en plein dans les détails parce que c'est un peu important, étant donné que c'est un peu un récapitulatif du chapitre 1096 où on avait déjà un peu tout ce qu'on est en train de voir là. Mais là, on est entré dans les détails, étant donné que là, on peut voir un Barbe Noire et sa mère. Enfin, on voit le visage de la mère de Tite qui sont en train de subir les événements de God Valley. Barbe Noire a 2 ans, il est plus ou moins conscient et il est en train de voir et d'assister et même de participer aux horreurs qui sont commises sur lui et ses semblables. Du coup, lors de la présentation de cette chasse à l'homme, on va nous apprendre que les Devi sont potentiellement eux aussi des boucaniers. Alors là, ça devient extrêmement intéressant parce que je pense que beaucoup avaient théorisé, donc moi si je me souviens bien, j'avais aussi théorisé que Barbe Noire serait potentiellement un boucanier au vu de sa taille, de sa composition corporelle et tout ça. Bon, bref, ce n'était qu'une théorie, même si je n'avais pas assez appuyé, mais je pense quand même l'avoir dit. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Est-ce que le fait que Barbe Noire soit un boucanier ferait en sorte que Barbe Noire puisse être capable de manger 2 fruits du monde? En fait, ce n'est pas une hypothèse à complètement botter au champ, car Vegapunk nous avait clairement dit que la race des boucaniers est une race assez spéciale.
Alors, est-ce que la spécialité de cette race de boucaniers serait de manger 2 fruits du démon? Franchement, on ne peut pas écarter cette possibilité. C'est vrai qu'on a vu Kuma ne manger qu'un seul fruit du démon, mais rien ne nous dit que Kuma n'était pas capable de manger 2 fruits du démon. Peut-être aussi que la capacité spéciale des boucaniers serait de ne pas pouvoir dormir, parce qu'en vrai de vrai, est-ce qu'on a déjà vu Kuma dormir? Bon, c'est vrai que l'argument est un peu éclaté au sol, mais quand même. Du coup, ça justifierait peut-être pourquoi Barbe Noire ne dort jamais. Bon, comme je vous l'ai dit, l'argument est un peu éclaté au sol, mais en vrai de vrai, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas quand même écarter complètement. Du coup, donc, Barbe Noire et Kuma seraient 2 boucaniers. Maintenant, on a appris dans ce chapitre que les lapins super rares valent 10 000 points. Cependant, on nous a aussi fait comprendre que Kuma valait 10 000 points. Avec cette information-là, on peut donc clairement comprendre que les Devi ne sont pas au nombre de 13 sur cette île de God Valley, étant donné que Kuma n'est pas un Devi, mais il vaut quand même 10 000 points, tout comme les Devi. Du coup, on peut penser qu'il existe une autre lignée ou bien une autre race que les dragons célestes considèrent comme étant des lapins super rares cachés quand même sur cette île de God Valley. Autre chose, c'est officiel, ce que Garling a découvert sur cette île de God Valley, c'est la lignée des Deviji. Maintenant, on peut voir que le tournoi de God Valley a officiellement commencé. Et là, les mecs, ce n'est pas le tournoi de l'examen de sélection des Chunin, non. C'est le tournoi de God Valley. En fait, contrairement aux autres mangas qui se sont globalement inspirés de Naruto pour le tournoi de l'examen de sélection des Chunin, dans les autres mangas, bon, on a à peu près similairement la même chose. Bah, Oda, lui, il a complètement fait autre chose. Et là, ça marche vraiment. Mais franchement, les gars, c'est extrêmement dark, c'est extrêmement gore. Franchement, lorsque je lisais ce chapitre, j'ai vraiment eu les nerfs, la haine. J'avais même presque envie de vomir au vu de la façon avec laquelle les êtres humains traitent d'autres êtres humains. Franchement, c'était terrible, mais comme des proies. On les appelle des lapins, des machins trucs. Et on les considère comme des proies. Mais frérot, mais franchement, les dragons célestes, excusez-moi, hein, mais ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables, les mecs sont d'abord laids et laides parce qu'il faut le priver. Non, franchement, les mecs, non. Et vous savez c'est quoi le pire? En fait, il est probable que ces mecs soient excusés en fin de manga. Pourquoi? Parce que on a l'impression qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes leur propre histoire. Étant donné que lorsque Vegapunk faisait son discours sur Egghead, bah, les dragons célestes ne savaient même pas déjà qu'il y avait un siècle qui était oublié. Donc, ça ne me surprendrait absolument pas qu'ils sont juste en train de suivre un mouvement sans réellement savoir la cause et les raisons qui leur poussent à agir comme ça. Parce que les mecs, dites-vous quand même que les mecs sont en train de détester la lignée des Deviji. Mais ils ne savent même pas pourquoi. Je suis même pas sûr qu'ils savent pourquoi ils détestent autant la lignée des Devi. Bref, c'est dark. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Cependant, on a quand même une lueur d'espoir dans ce chapitre, étant donné qu'on suit un peu l'histoire de Monkey D. Dragon, ce héros légendaire. Étant donné que le mec, les gars, dites-vous quand même que tout le monde, toute son unité, toute son équipe a rejoint les navires et ils sont sur la côte, bah, sauf lui, étant donné qu'il a suivi la mère de Shanks et de Shamrock, qui lui a demandé avec son dernier souffle de vie de récupérer Shanks et Shamrock et de ne surtout pas les laisser être éduqués par leur père. Elle souhaite que ses enfants soient éduqués par un homme bienveillant. Du coup, tu as un dragon qui va donc prendre ça comme une dette morale. En fait, dragon va se dire que si je ne sauve pas ses enfants, du coup, bah, je ne saurais comment justifier ma présence sur cette île de God Valley. Donc, il se met une mission à lui et on peut voir un Monkey D. Dragon qui clairement est un roi. En fait, on peut le dire clairement, lui-même, il avait tenu ses propos. Il n'a pas trouvé de justice dans la marine. Et c'est clair, en fait, je ne sais pas si on se rend compte de l'impact du choix de Dragon de devenir un révolutionnaire. Parce que les mecs, rendez-vous compte d'un truc. La marine qui est censée défendre les orphelins, les opprimés, bref, tout ce que vous voulez, bah, il se retrouve en train de protéger des crapules qui sont plutôt en train d'opprimer bah, les gens qui sont censés défendre. Du coup, Dragon a à peine 17 ans, voit que son père, lui, il est toujours dans cette organisation-là. Mais imaginez-vous un peu, mettez-vous un peu à la place de Dragon. Dragon se dit, bah, si mon père y est, c'est potentiellement parce que c'est une organisation bonne. Mais là, Dragon va quand même faire le choix de quitter la marine, malgré que son père y est quand même. C'est-à-dire, il est allé à l'encontre des convictions de son père. Mais les mecs, c'est fort. C'est vraiment fort au point où il a monté une armée qui sera uniquement là pour combattre le gouvernement mondial et pas la marine. Ça, c'est une nuance qui est apportée, mais qui fait toute la différence parce que Dragon, il le sait pertinemment. Bah, la marine n'est qu'affiliée à obéir au gouvernement mondial. Du coup, bah, l'ennemi, ce n'est pas la marine, c'est plutôt
le gouvernement mondial. D'ailleurs, que ce soit Harald ou encore Xebec le disait clairement, dans la marine, il existe des personnages, il existe des gens qui ont quand même un bon fond, mais ce n'est pas forcément le cas pour le gouvernement mondial, étant donné que même dans ce chapitre, il y a volonté de l'auteur de nous montrer que ce sont des crapules, tous autant qu'ils sont. Et ça, vraiment, j'ai adoré cette subtilité-là. Maintenant, il serait probable qu'on ait un affrontement entre Dragon et Shamrock dans la suite de l'œuvre, où on aura un dragon qui essaiera de parler de sa mère à Shamrock et il lui dira que ta mère a donné son dernier souffle de vie pour que tu sois une bonne personne et regarde ce que tu es devenu. Peut-être que c'est en parlant de ça que Shamrock va changer complètement de camp et il va se retourner contre son père parce qu'il va se rendre compte que c'est son père qui a tué sa mère et que son père a fait toutes ces dingueries là. Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Shamrock connaît son histoire. Par contre, Shanks, lui, potentiellement, parce que lorsqu'on voit Shanks pleurer sur Goldie Roger, peut-être que Goldie Roger venait de lui raconter son histoire et peut-être que voilà, Shanks a appris tout ça de lui-même. Donc, potentiellement, il y aura un Shamrock versus Dragon où toute la vérité sera dite. Et ça, j'attends vraiment ça avec beaucoup d'impatience. C'est un passage qui était vraiment important, surtout avec le personnage du Dragon. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Comment Shanks va ce qu'il fait pour être séparé de Shamrock et tout? On n'en sait rien. Mais voilà, ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Même si je pense qu'à un moment ou à un autre, Garling va cueillir Dragon et Dragon ne pourra sauver qu'un seul enfant des deux. Il sauvera Shanks et il le mettra dans un coffre qu'il laissera dans le bateau du roi des pirates. Et c'est comme ça que Shanks va rejoindre le navire de Goldie Roger et il y sera éduqué. Bon, ce n'est qu'une théorie et vous l'aurez certainement compris. Mais bon, je pense que les choses se passeront comme ça. Et certainement après ça, Dragon va sûrement quitter la marine au vu des horreurs qu'il a vu que la marine protégeait sur God Valley. Maintenant, on peut aussi parler du fait qu'il a tiré sur un dragon céleste. Bon, ce n'était pas une balle réelle, c'était juste une balle tranquillisante en fait. Il a tranquillisé les dragons célestes pour sauver ses futurs commandants de l'armée révolutionnaire. Les mecs, comme quoi on dit souvent, fais le bien, ce bien te sera rendu plus tard. Et là, Dragon, c'est exactement ça. Le mec, il a sauvé Shanks, Shanks a sauvé Luffy, il a sauvé Kuma et Ginny. Kuma, Ginny et Ivankov l'ont rejoint dans l'armée révolutionnaire. Bon, même si Ginny aujourd'hui est morte, mais bref. Le personnage de Monkey D. Dragon, c'était juste une masterclass. On le voit là, sa mission, il cherche Shanks et Shamrock. Il se cache et tout, il ne veut pas que tout le monde le repère. Et tiens d'ailleurs, il y a un membre de la marine là, à qui on a demandé si tout le monde était déjà là. Bon, potentiellement ce serait Akainu. On n'en sait rien, mais c'est potentiellement Akainu. Bref, ce n'est qu'un détail. Du coup les amis, on va finir le chapitre avec l'arrivée des Goats sur God Valley. Franchement les mecs, c'était une dinguerie. L'arrivée des pirates des Rocks, l'arrivée des pirates de Roger et surtout l'arrivée de Monkey D. Gap qui met en PLS à la fois Roger mais aussi et surtout Rocks, D. Xebec. Les mecs, rendez-vous compte de la prestation de Queen. Queen arrive, Xebec et Roger sont choqués les mecs. Les mecs, je n'ai pas oublié la courbe les gars. Cette courbe légendaire qui à 33-34 ans, Gap et Roger étaient similairement au même niveau. Du coup à 37-38 ans, bon, Roger est devenu niveau roi des pirates et Gap lui il est resté. Bon voilà, niveau Shishibu, commandant, bref, vous aurez compris. C'est ça quand on passe le temps à suivre Ryo Sensei. Les mecs, comprenez un truc. Monkey D. Gap, franchement, moi je me demandais les gars, comment est-ce que vous faites? C'est-à-dire, chaque semaine, chaque chapitre qui sort ces derniers temps-ci, c'est la PLS pour vous. Mais vous revenez toujours avec plus d'inspiration. C'est-à-dire, vous avez de la ressource. Vous nous trouvez toujours un moyen de sous-estimer Monkey D. Gap et tout. Malgré le fait qu'on vous dise à chaque chapitre, ce mec est une légende. Ce mec est une légende. Mais on le voit clairement. Vous êtes en train de forcer les mecs. Vous forcez, mais d'une force terrifiante pour nager à contre-courant. Parce que là, les mecs, ça se voit que vous voulez uniquement nager à contre-courant. Parce que le narrateur ne peut pas dire que l'affrontement entre Rocks, Gap et Roger fera des légendes de l'âge d'or de la piraterie. Et toi, tu te lèves un matin, tu dis que Gap va affronter un Kaido qui est en train de dire là, tu vas me donner un fruit du démon, machin, truc et tout. Bref, les mecs, on est fatigué. En fait, j'ai même plus envie de parler parce que j'ai déjà pitié de vous. À chaque fois, vous réussissez à vous ridiculiser vous-même, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire, être un anti-Gap actuellement, frérot, c'est un travail. Mais c'est un travail franchement, c'est un travail dur.
C'est- Parce qu'à chaque fois, tu dois revenir avec de nouvelles idées, les mecs. Si tu ne reviens pas avec de nouvelles idées, en fait, c'est comme dans une entreprise. Si tu ne reviens pas avec de nouvelles idées de plus en plus intéressantes, bah, on va te virer. Et c'est comme ça, les mecs sont à chaque semaine. Chaque semaine, j'ai jamais vu autant de mecs têtus, les mecs. Mais pourquoi vous insistez? Mais pourquoi vous forcez, les mecs? Mais arrêtez, arrêtez de vous ridiculiser, les mecs. Vous devenez vraiment ridicule et minable. Vraiment arrêtez pour votre propre bien. Ça devient vraiment un carnage. Ça devient vraiment terrible.